Bonjour Isolde. Hello, hello. Merci d'avoir accepté l'invitation de Women in Motion pour Merci à cette vous. conversation donc en direct du Festival de Cannes. Vous avez été révélée il y a une dizaine d'années et depuis vous êtes devenue l'une des voix incontournables de la chanson française. Donc on va d'abord commencer par le début. Comment et quand la musique est rentrée dans votre vie? On va commencer par une phrase un peu bateau, qui est du coup que la musique est venue dans ma vie très jeune, donc très très petite. Et du coup, j'ai toujours été bercée par la musique africaine, par la variété française via mon père, via ma mère. Et j'ai aussi un peu appris à lire avec la chanson française, parce que j'étais une fan de Céline Dion, enfin je suis toujours une fan de Céline Dion, quoi. Donc je prenais les livrets qu'il y avait dans les albums pour pouvoir lire ces émotions et pour pouvoir m'émouvoir aussi. Et c'est vrai que la musique, pour moi, c'est un exutoire, en fait. C'est un médium artistique qui me permet de me sentir vivante. Et justement, quel moyen d'expression précis? Est-ce que vous parliez d'exutoire? Est-ce que c'est aussi une façon pour vous d'explorer d'autres territoires, de raconter des choses que peut-être dans la vraie vie on a du mal à exprimer et qui permettent, que la musique permet justement de faire passer? La musique, pour moi, ça me permet de pouvoir communier avec mon public. La musique, ça me permet aussi de lâcher prise, aussi bien avec mon mental qu'avec mon corps et avec mes émotions. Et je trouve ça super beau de pouvoir faire un métier comme artiste, comme chanteuse, et de pouvoir communiquer avec son public, de pouvoir faire passer des émotions, de faire en sorte que des personnes se sentent entendues, se sentent écoutées, se sentent aimées, se sentent forts, fortes. Et pour moi, la musique, ça a toujours été une passion qui est très viscérale et qui est vraiment ancrée dans ma peau. C'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée aussi. C'est un métier qui me permet de respirer et d'exprimer tous mes mots, en fait, M-A-U-X, et de les mettre en chanson. Et je trouve ça super beau, en fait. Pour moi, en tout cas, c'est le plus beau métier du monde. En tout cas, pour rien au monde, je ferais autre chose. Et à quel moment est-ce qu'on prend conscience qu'on a une voix qui sort de l'ordinaire, qui est exceptionnelle comme la vôtre? Lorsque, lorsqu'on fait corps avec soi et surtout lorsqu'on est en paix avec soi-même et qu'on lâche prise. Pour moi, les métiers artistiques, c'est vraiment des médiums où il faut vraiment lâcher prise, en fait. Il faut savoir s'appréhender, il faut savoir se regarder dans un miroir, il faut savoir aimer ce qu'on voit, savoir aussi décrire ce qu'on déteste et faire qu'un avec ce qu'on déteste. Et pour moi, c'est là où on sort les plus belles chansons, parce que c'est là où justement le public comment je pourrais dire, se sent moins seul. Je trouve que la musique, c'est un art qui se transmet à des personnes qui ont potentiellement des mal-être. Et c'est assez beau de voir qu'on partage en fait les mêmes démons aussi. On partage les mêmes histoires d'amour aussi. Et je trouve ça assez beau, je trouve ça assez stylé. Vous parliez, en deux mots, vous évoquiez l'amour-propre, le regard que l'on pose sur soi. Est-ce que la musique, justement, vous a permis de vous accepter davantage? Je dirais que le travail que j'ai fait sur moi-même et que je continue à faire me permet justement de tenir debout et de me regarder dans un miroir et de faire face à la personne que je suis aujourd'hui et la personne que je serai demain. Euh, c'est vrai que la musique est un booster, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour s'aimer, c'est pas assez pour faire qu'un justement avec soi. Le fait d'avoir un public qui est derrière moi, le fait d'avoir un engagement qui est sincère et qui est réel et qui est fort,
me permet de croire en ce que je fais, me permet de croire en moi, en fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est un soutien qui est indélébile, c'est un soutien qui est très fort et je suis extrêmement reconnaissante envers mon public qui depuis ne me lâche pas en fait. Et grâce à ce soutien-là, je peux aujourd'hui tenir debout et je peux mettre à bien des projets artistiques qui sont ambitieux, qui sont plus contemporains, même si ça reste de la variété française, même si ça reste de la pop française. Grâce à l'engagement de mon public, je peux me permettre d'aller un tout petit peu plus loin en termes d'image et vraiment aller dans des terrains un peu inconnus comme ça. Et je trouve ça cool d'avoir un public qui est très éveillé et qui me laisse prendre le temps de me développer, de mûrir, de grandir, de faire mes propres erreurs, de me remettre en question. Enfin, j'ai la chance en fait d'avoir le public que j'ai. Je les aime trop, by the way. Mais ouais, c'est ça qui me permet aujourd'hui de pouvoir exister et de pouvoir vivre de mon art, en fait. C'est vraiment mon public. Vous êtes autrice, compositrice, interprète. Qu'est-ce qui nourrit votre imaginaire d'artiste? Alors, habituellement, un artiste va dire la musique. Moi, j'adore la peinture, j'adore regarder des documentaires, j'adore regarder des œuvres artistiques contemporaines, genre Pina Bausch. J'ai plein de livres de Marina Abramovic. J'en ai acheté un là quand j'étais... Enfin, une amie qui était à New York me l'a ramené, enfin de Washington, elle me l'a ramené de Washington. Carrément, je lui ai fait un transfert et tout. J'étais en mode genre, je te donne 100 €, tu me l'achètes s'il te plaît. Et j'adore Marina Abramovic. Et en fait, tous ces médiums en fait, qui tournent autour de la musique ou qui tournent autour de l'art, c'est ça qui me passionne en fait, c'est ça qui m'inspire. C'est-à-dire que ça peut partir d'une couleur, ça peut partir d'une texture, d'un tissu, ça peut partir d'un mot, ça peut partir d'une image, ça peut partir même d'un cheveu, enfin je sais pas, juste même d'un parfum qui juste m'émeut en fait et qui me rappelle certaines émotions ou certaines émotions que j'ai envie de développer, certaines émotions que j'ai envie de partager. Et c'est vrai qu'habituellement, un artiste ou du moins un chanteur va dire oui, la musique, donc du coup j'ai écouté du rock, donc du coup j'ai fait un truc rock. Alors que pas du tout là, par exemple, j'ai sorti mon nouveau projet, enfin 2 singles, qui sont extrêmement à l'opposé de ce que je fais d'habitude. On a l'habitude de m'entendre dans quelque chose d'un peu plus contemplatif, d'un peu plus vulnérable, posé. Et là, j'arrive avec un titre qui est super punk, un autre titre qui est genre hyper pop, hyper électro. Et on pourrait croire, du moins, que j'écoute ce genre de musique. Ouais. Et alors que pas du tout. Genre, j'étais juste au studio et je me mangeais des documentaires on and on and on. Et via le fait que Marina Abramovic est une artiste qui est très agressive, très frontale, très directe, du coup, et qui est dans l'urgence, je me disais, mais en fait, ce serait trop cool de sortir des projets où on sent l'urgence, c'est hyper transpirant, c'est hyper sexy, c'est hyper direct, c'est hyper frontal. Et c'est ça qui m'inspire au quotidien pour pouvoir créer. Et avant d'être là où vous êtes aujourd'hui, quels ont été vos modèles inspirant? Ça peut être dans la musique ou ailleurs, dans la vie, dans d'autres arts. Alors là, du coup, je vais revenir à la musique. Je dirais Barbara, parce que c'est une femme qui est ancrée au sol quand elle chante. Et moi, c'est quelque chose qui me touche et que j'admire énormément. Je dirais Jacques Brel, parce que c'est pour moi le plus grand interprète français de toutes les décennies confondues jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus haut. Et je dirais, pour terminer, Édith Piaf, qui est pour moi une icône infinie de la chanson française et qui exploite ses émotions à bras ouverts, en fait. Elle n'a pas de barrière, en fait. Elle n'a pas de honte. Elle n'a pas de peur et elle se livre, en fait, quand elle chante. Et ça, je trouve que c'est super beau et je trouve que ça se perd beaucoup. Et on devrait revenir à ça.
Il y a une superbe qui est en train de se perdre dans la chanson française et il faut qu'on garde ce truc. Et dans la vraie vie, vous avez eu des modèles aussi? Et dans la vraie vie, je dirais les gens qui m'entourent. Les gens qui m'entourent m'inspirent. Je suis très observatrice. J'aime bien observer ce qui se passe autour de moi. Et c'est vrai que l'entourage, c'est dans la vie d'un artiste, dans la vie d'un être humain, c'est très important. Et c'est ce qui vous permet en fait d'évoluer, c'est ce qui vous permet de grandir, c'est ce qui vous permet d'aller encore plus loin dans vos ambitions. Et c'est vrai que m'entourer de gens qui sont tout aussi ambitieux que moi et qui ont cette grinta, c'est hyper inspirant au quotidien. Et je suis hyper reconnaissante de toutes les personnes qui bossent sur mon projet au quotidien et qui se donnent à fond pour pouvoir mettre à bien tous ces futurs projets qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Et justement, pour tous ces projets que vous êtes en train de mettre en place, vous avez créé votre propre label indépendant. Pourquoi est-ce qu'il était important pour vous de tenir les rênes? Et qu'est-ce que cette autonomie vous permet? Au-delà du fait de contrôler mon image, au-delà du fait de contrôler ma musique et d'avoir vraiment cette mainmise en fait globale sur ma personne et sur mon projet, sur mes projets, je suis une femme libre. Je peux tout simplement que vous dire ça en fait. Je suis juste une femme libre et je reste sur mes positions sur ça. J'aime me sentir indépendante, libre de mes mouvements. J'ai une vision en fait aussi. Et je sais que c'est pas tout le monde qui partage ma vision, donc des fois c'est pas très évident de bosser avec des gens, ou du moins de collaborer avec des gens parce que ça fit pas en fait et ils comprennent pas en fait cette urgence parce que c'est pas leur projet, c'est pas leurs investissements parce que du coup là moi aujourd'hui je me présente comme une artiste, une chanteuse française. Mais je ne suis pas que ça, en fait. C'est-à-dire que ça va vraiment au-delà de ça. C'est-à-dire que je manage ma carrière, je n'ai pas de manager, je me manage, je produis mes œuvres. Donc, c'est-à-dire que je finance de A à Z. Cette entrepreneuse. Ah ouais, de A à Z, il n'y a pas d'avance. Donc, c'est-à-dire que chaque projet annexe que je fais en dehors de ma musique, donc ça peut être des campagnes, ça peut être des défilés ou ça peut être n'importe quoi d'autre, cet argent-là, je le mets de côté pour pouvoir financer mes projets. J'ai mis 4 ans et demi à peu près pour pouvoir économiser et pour pouvoir sortir les projets que je suis en train de sortir aujourd'hui. Donc c'est des années de travail, c'est des années de sacrifice. C'est courageux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le confort du soutien d'un gros label. Ce que je comprends aussi, parce que c'est pas évident. Et c'est pas tout le monde qui peut vraiment entreprendre. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, ça va plus loin que de créer une société et de créer un produit et de le vendre. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. C'est une mentalité, en fait. C'est un style de vie. C'est quelque chose qui est en vous, en fait. C'est pas quelque chose qu'on crée de manière superficielle pour pouvoir se donner un statut. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, vraiment un état d'esprit. Et j'ai toujours eu ce truc en moi, mais c'est juste que j'avais pas le mot en fait. J'avais pas le mot indépendance, j'avais pas le mot entrepreneuriat, j'avais pas le mot genre boss, j'avais pas ces mots en fait. Et dès lors que j'ai découvert ça, je me suis dit mais en fait c'est trop stylé. Puis la société nous raconte qu'à nous en tant que femmes, on n'est pas des boss, on n'est pas des entrepreneuses, donc c'est aussi ça. Il faut aussi s'approprier quelque chose qu'on nous a jamais donné, en fait. Pour rebondir sur ça, ça fait genre 2 ans et demi que je voyage beaucoup aux États-Unis. J'habite à Paris, mais ça fait 2 ans que je fais des allers-retours entre la France et les États-Unis, surtout genre New York, Los Angeles. Et dès lors que j'ai arrêté ma dernière tournée, en fait, il fallait que je trouve un refuge. Il fallait que je trouve une respiration. Il fallait que, justement, je trouve un endroit qui me permet de respirer et qui me permet de
de pouvoir aller au-delà de ce que je vous ai déjà livré en musique. Et ce refuge, en fait, pour moi, c'était les États-Unis. Et c'est les États-Unis aujourd'hui. Dès lors que je leur ai partagé mon histoire, ils m'ont dit, mais c'est quoi ton... Like, what is your background? Like, who are you? Et j'étais en mode genre, oh, you know, I'm just like a regular artist, you know, like, I'm just like a... Et ils étaient en mode genre, on peut sentir que t'es pas juste une artiste, tu vois, ils sentent un peu la personnalité, le truc et tout. Et je leur ai dit, voilà, genre, je me produis, je me manage, je gère ma carrière d'une main de maître, etc. Ils sont en mode genre, oh, trop cool, boss lady, machin, etc. Trop bien et tout, entrepreneuse, nanana. Parce qu'en fait, ils ont cette culture-là. Oui. Ils ont cette culture entrepreneuriale, que vous soyez un homme ou une femme, en fait. Ils l'acceptent. C'est quelque chose qui est positif. En Europe, c'est très tabou, c'est très compliqué. C'est négatif. C'est, ah, Iseut, t'as pas besoin d'aide. Ah, Iseut, c'est dur, non? T'as pas besoin de déléguer, de... Pourquoi, en fait? Pourquoi on voit pas mon parcours comme quelque chose d'inspirant, comme quelque chose de positif? Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes le voient comme quelque chose d'inspirant et positif. Et justement, je trouve que la nouvelle génération, ils vont vers ce chemin-là, en fait. Ils vont vers ce chemin-là, même s'ils sentent des résistances au sein même de notre société qui est que non, faut être salarié, faut machin, faut truc et tout, nanana. On sent que la nouvelle génération, elle est teigneuse et résistante. Et je les encourage tous et toutes vraiment à suivre leurs rêves, en fait, et à se libérer de toutes ces chaînes qu'on essaie de nous mettre ou de sortir de toutes ces boîtes. Ces injonctions. De toutes ces injonctions, exactement, où on essaie de nous bloquer et de... Ouais, libérez-vous, en vrai. Libérez-vous, entreprenez, créez des sociétés, faites des erreurs, échouez, n'ayez pas peur d'échouer, relevez-vous, remettez-vous en question, revenez plus fort. Enfin, je trouve ça fort, en vrai. Il y a un de vos titres phares qui s'appelle Corps. Quel outil est-ce que c'est le corps pour une artiste et une chanteuse notamment? Pour moi, le corps, c'est un outil qui est très important parce que c'est là où toutes les émotions passent. C'est là où toutes les émotions font qu'un et c'est là où il y a toute une sorte d'ébullition en fait permanente qui est tout aussi transpirante et qui se partage avec le public. Pour moi, le corps, c'est vraiment dans la musique. Là où je parlais justement de Jacques Brel ou même de Piaf, c'est des artistes qui ont vraiment une interprétation en fait de leur musique et de même qui est pour des personnes lambda peut-être un peu trop exacerbée, un peu trop genre too much, on aime bien dire too much en France, mais qui pour moi en fait fait sens avec leurs histoires, fait sens avec les personnages qui sont aussi. Et le corps, c'est un outil qui est hyper intéressant, qui est hyper modulable, qui est très flexible en fait. C'est un peu comme de la pâte à modeler. Donc on peut avoir cette stature comme Barbara qui est très droite, très froide, mais qui même les yeux fermés en fait transmet des émotions. Et ça, je trouve ça très fort. Et comme des artistes comme Brel ou comme Edith Piaf, qui sont beaucoup plus expressifs et qui ont vraiment ce lâcher-prise corporel et qui est tout aussi joli. Et j'avoue que j'aime bien naviguer entre les deux. J'aime bien naviguer entre les deux, donc c'est-à-dire que je peux faire qu'un avec ma vulnérabilité et lâcher prise. Et je peux aussi faire qu'un avec ce côté un peu plus solennel, un peu plus contrôlé. L'image, elle est essentielle pour une artiste, un artiste aussi d'ailleurs. Quelle importance vous accordez à votre look, votre image dans son ensemble et comment vous le travaillez? Alors, comment je le travaille? Je ne veux pas vous mentir, c'est très difficile parce que je suis en obésité. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, pour une personne comme moi qui adore
la mode. C'est pas genre, j'aime bien la mode, je m'habille, j'adore la mode. C'est-à-dire que j'adore. Demna, il sait très bien que je kiffe, même toutes les équipes de Demna, genre Balenciaga, ou même genre, j'ai collaboré avec McQueen, j'ai fait les 2 derniers défilés, j'ai fait les 2 dernières campagnes, enfin c'est genre, même travailler avec une personne comme Sarah Burton ou Demna, etc., c'est vraiment des gens où ils aiment l'art, ils aiment la mode en fait. C'est des passionnés en fait. Et c'est vrai que parler de mode avec le corps que j'ai aujourd'hui, c'est très complexe. C'est très conflictuel. Très conflictuel parce qu'en fait, il n'y a pas ma taille en fait. Il n'y a pas ma taille. Et quand je dis qu'il n'y a pas ma taille, si je dois vraiment bien le développer, c'est-à-dire que oui, aujourd'hui, il y a des sites internet qui me permettent justement de pouvoir acheter des vêtements plus size, grande taille, certes. Mais ça ne va pas avec ma direction artistique. Oui. Ça ne va pas avec mes goûts, en fait. Ça reste très formel, ça reste très classique et ça reste très plat, en fait. Et moi, j'aime bien les vêtements qui sont très agressifs, qui sont très durs, qui ont beaucoup de texture, qui ont beaucoup de personnalité, qui ont beaucoup de piments, en fait, qui sont très texturés. Et je ne peux pas vraiment jouer avec ça. Et par exemple, là, avec mes équipes, on a fait un dernier clip. On a tourné un clip. Et quand je vois déjà le budget que j'alloue à la production du clip, mais que dans le devis, je regarde le budget que j'alloue aux vêtements pour faire des customs. Ouais. Donc vous vous doutez bien qu'il me faut un rack entier de vêtements et que ça coûte un bras. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Allô, Demna? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, là je dois y aller à New York dans une semaine, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un petit custom? Je t'envoie la musique. Ah, j'envoie la musique. Je dis, ah, il est 1h du matin, est-ce qu'il va répondre? Et là, cancan. Oui, j'adore la musique, c'est trop lourd. Ouais. Et je suis en mode genre, mais du coup, est-ce qu'il y a moyen? Il fait, mais bien sûr et tout. Et je suis en mode genre, ok, là, il m'a sauvé 15 000 balles. Ça, c'est trop bien. Et il me fait, en fait, on peut t'en faire 2. Et je suis en mode genre, ok, donc là, ça fait 25 000 balles que j'ai sauvé. Et en fait, au final, là, mon dernier clip, je l'ai tourné à New York. Et Balenciaga, toute l'équipe de Demna et tout, ils m'ont fait 2 customs, tu vois, genre une veste en cuir, j'imagine même pas le prix. Le pantalon en mode motosport, je ne veux pas savoir le prix. Et plus cette robe en dentelle, plus le pantalon en dentelle, plus ces gants en dentelle, je ne veux pas savoir les heures de travail et les prix. Mais tout ça pour dire que c'est très, très, très difficile. Et que là, justement, je tourne un 2e clip. Donc, Demna, je vais peut-être le contacter. Demna, si tu me regardes, je rigole ou pas. Mais tout ça pour dire que c'est très cher. Et que, en plus de la peine que j'ai d'être une femme, une grande taille, c'est vrai que financièrement, vu que c'est moi qui finance mes projets, je vais pas vous mentir que ça commence à faire beaucoup. Ouais. Parce que même là, je dois aller à Rio là, dans 2 jours pour tourner un clip. Et j'ai dépensé plus de 20 000 balles en fait. Ouais. Parce que il me faut des options. Il me faut des customs, il me faut des options. Donc c'est très très conflictuel. C'est un peu je t'aime moi non plus. Et ça me fait un peu de la peine parce que j'aime trop la mode en fait. J'aime trop les vêtements. Et même l'année dernière, quand Demna, ils m'ont fait genre la veste de smoking avec le pantalon de smoking, la robe avec des full strass, plus une autre robe. Je me sentais tellement fraîche. En fait, ça fait tellement... Même la symbolique de rentrer dans des vêtements couture avec un corps comme le mien, c'est super beau en fait. Ouais, mais j'avoue que j'aimerais bien que la mode soit accessible dans les magasins, ou du moins que la mode grande taille soit réellement accessible dans les magasins, parce qu'on est en 2024 et que c'est possible, et que c'est fatigant, que c'est drainant vraiment. Je comprends pas pourquoi en fait. Sauf quand je vais à Los Angeles et que il y a un seul magasin dans tout LA où je peux rentrer, je vois qu'il y a des jeans à ma taille, je me dis waouh, c'est ça en fait que ressentent toutes les personnes. Je peux avoir cette taille-là, je peux avoir cette taille-là. Oui, bien sûr. Waouh. Mais bon, un jour, j'espère.
Vous évoquez cet obstacle, il y en a plein d'autres, des freins dans une vie, notamment dans une vie de femme. Et quand on est une femme noire, est-ce qu'il y a encore plus de freins? Et quels sont ceux que vous avez pu rencontrer? J'ai pas envie de m'étaler sur les obstacles que j'ai pu rencontrer, mais je peux vous partager des mots qui m'inspirent. Je dirais que mon parcours, il a été et il est et il sera toujours comme ça. Non pas parce que je le veux, mais parce que malheureusement, j'ai beau me battre, j'ai beau me combattre, ça ne changera pas en fait. Enfin, j'espère qu'un jour ça changera. Mais si j'ai des mots à vous partager, je dirais insidieux. Je dirais agressif, violent, drainant, burn-out, dépression. Je dirais un gros manque d'empathie, aussi bien en tant que femme, aussi bien en tant que femme noire et aussi bien en tant que femme grosse. Je dissocie les trois. Parce que c'est une chose d'être une femme, c'est une chose d'être une femme noire et c'est une chose d'être une femme grosse. Il y a plusieurs spécificités, plusieurs aspects. Il y a différentes manières de traiter ces trois personnes-là. Je dirais ambitieux. Parce que c'est ambitieux d'aller arracher une victoire de la musique. C'est ambitieux d'être une femme noire et de se dire je vais faire de la variété française et dans ta génération, tu es toute seule. C'est chaud. Et justement, c'est ce que j'allais vous demander. Cette victoire, c'était un symbole énorme pour vous, avec toutes ces considérations dont vous parliez? Comment je peux l'expliquer? C'est une belle victoire. C'est une belle victoire, mais c'est pas une victoire. C'est pas une finalité pour moi. Je suis lion, donc j'ai un caractère très comme ça. Et je m'arrête pas à mes achievements en fait, que je fais sur le moment. Parce que du coup, justement, l'entrepreneuse qui est en moi, c'est genre, what's next en fait? Ouais. C'est quoi La prochaine étape? Grammy, tout ça? On sait pas. Genre, maybe, un jour, one day, en tout cas, on y travaille. Hein. Mais je me dis, on a gagné, parce que je dis on, parce que pour toutes ces communautés-là, pour les femmes, pour la communauté noire, pour les personnes grosses, pour les personnes cuir, pour tout le monde, en fait, je dis qu'on a gagné cette victoire parce que c'est ces personnes-là, en fait, qui aujourd'hui me soutiennent au quotidien. Mais c'est pas vraiment une victoire en soi, ça reste une victoire qui est très superficielle. Oui. C'est une victoire qui est superficielle parce que dès lors qu'on ouvre les yeux et qu'on est vraiment ancré dans la vraie vie, c'est moche. Oui. C'est pas très beau à voir. Ce manque de parité dans les sociétés, ce manque d'empathie envers les personnes racisées. De visibilité. De visibilité. Ouais. C'est ça que je parle aussi de dépression, de manière légère, comme ça, même si c'est quand même un sujet qui est assez lourd. Parce que c'est énormément de poids sur nos épaules. C'est être une femme aujourd'hui, ou même hier, et demain, j'espère que demain ça s'arrêtera, mais c'est compliqué. Être une femme aujourd'hui, c'est dur. Et alors justement, comment on fait pour résister? Quels ont été vos piliers à contrario? Là, on parlait des effets néfastes. Et qui vous a donné l'énergie, la résilience? Je dirais que ce qui m'a aidée, et ce qui est justement en Europe très péjoratif, c'est le fait de ne faire aucune concession sur qui je suis, ce que je veux et là où j'irai. Aucune concession. Et le fait d'être entrepreneuse, le fait d'être une femme indépendante me permet justement d'avoir cette stature qui est genre, je sais ce que je ne veux plus, je sais ce que je veux, je sais où je vais aller, je sais comment je vais le faire, ça va être dur, mais je vais le faire. Je vais tout mettre en œuvre pour mettre ma vision en tête, genre pour tout mettre en œuvre en fait. Et
ça me permet aussi de rester en même temps vulnérable, parce que pour moi, ça va être de pair aussi avec la force, et, euh, et de garder la tête haute lorsque je prends des décisions, aussi bien dans mes projets que dans ma vie personnelle. Et je sais que ça m'a porté préjudice. Ça m'a beaucoup, 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 beaucoup porté préjudice d'être quelqu'un de très statutaire comme ça. Parce que justement, c'est les hommes qui sont comme ça. Déterminée. Qui sont très déterminés, qui sont décisionnaires, qui sont très arrêtés. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et nous, les femmes, dès qu'on est comme ça, c'est iseute, oh là là là, grande gueule, relou sur les bords, très dur comme ça. Alors qu'en fait, non, je suis aussi une fille. Je suis aussi une jeune fille qui a des émotions, qui a peur, qui a froid, qui est en attente aussi d'empathie, qui est en attente d'écoute, et qui juste a des responsabilités, qui fait en sorte que you better put the check on the table because, girl, I'm not playing with you, you know what I'm saying? So, yeah. Vous parlez du fait que vous assumez qui vous êtes, et vous avez bien raison. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la libération de la parole. Vous avez eu vous-même donc des prises de parole très très fortes. Est-ce que vous trouvez aussi que l'écoute aujourd'hui est plus attentive et s'est améliorée? Parce que c'est ça la deuxième étape. La parole, il faut la libérer, mais il faut qu'elle soit reçue ensuite. Moi, je trouve que la parole, elle n'est pas encore assez libérée parce en tant que femme, on vit encore dans la crainte. On vit encore dans la peur. On a peur de call out, on a peur de parler, on a peur de dire les choses. Parce qu'on a peur pour nos vies, déjà. Parce que y a quand même des femmes qui se font agresser à huis clos, chez elles. Et on craint en dehors de chez nous, on craint le regard des gens. On craint le qu'en dira-t-on, ou le est-ce qu'elle va se faire virer? Est-ce que on a peur de parler? On a peur de ce manque de solidarité aussi. On n'est pas... Je trouve que la parole, on parle de la parole qui se libère, etc. En tout cas, ça reste mon avis. Le travail ne doit pas se faire chez nous, les femmes. En fait, le travail doit se faire chez les hommes. L'écoute, donc. L'écoute. Pour que vraiment, on puisse se sentir en confiance pour pouvoir discuter de ce qui nous dérange sans qu'on nous coupe la parole, sans qu'on ne nous croie pas, sans qu'on nous... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Il y a je crois que toutes les femmes voient bien ce que vous voulez dire. Ah oui, non, mais il y a énormément de travail à faire. De l'autre côté, il faut que la honte change de camp, en fait. Parce qu'il y a énormément de femmes aujourd'hui qui restent dans un silence glaçant parce qu'on n'ose pas parler. Et cependant, en plus, le combat ne pourrait être gagné que si toute la société s'y met. Donc il faut que les hommes prennent aussi en main ces questions et supportent les femmes pour que la société change en profondeur. C'est pour ça que je parle de confiance. Oui. Par exemple, là, on est en train de discuter, on a un échange et je vous laisse parler et vous me laissez parler. On n'est pas dans un truc où... Enfin, il y a quelque chose aussi quand même qui s'appelle la politesse. Enfin, genre à un moment donné, dans une conversation, on aimerait bien, en tant que femme, voilà, genre porter une jupe le soir, c'est chaud. Porter aussi une jupe en journée, c'est très difficile. Parce que le regard des gens, c'est compliqué. Et j'aimerais juste m'exprimer sur ça sans qu'il y ait une personne qui dise « Hop, 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 pas du tout, on est quand même en 2024, machin, quand t'as une jupe, ça va, t'abuses et tout. » Non, je n'abuse pas. Tu n'es ni une femme, tu n'es ni dans mon corps. Tu sais pas ce que c'est de prendre le métro et ou même un taxi et ou de marcher dans la rue avec un short et même un manteau, si tu veux, entrouvert. Tu sais pas ce que c'est, en fait. Tu sais pas ce que c'est le courage que ça te demande de sortir de chez soi pour pouvoir sortir comme ça. Parce quand on se regarde dans un miroir, en fait, on se maquille, on se coiffe, on s'habille, mais on est hésitante. On n'est pas sereine. On a ces petites étincelles comme ça en nous. On se regarde comme ça et on se dit « Ah, peut-être qu'on est un peu trop, peut-être que ce rouge à lèvres, on va l'estomper. Peut-être que le short, il est un peu trop court, donc du coup, on va le cacher avec un pull. » En fait, c'est pas suffisant, en fait.
Parce que même avec un pull et un jean, on nous agresse. C'est très... c'est des sujets pour moi qui sont très grinçants en fait. Et je ne sais pas comment ça peut vraiment se résoudre. Pardon. Et, mais j'espère juste que, comme dirait Martin Luther King, I have a dream, qu'un jour, nous les femmes, on puisse sortir dans la rue sans crainte, sans peur. Et que la honte change de camp, surtout. Vraiment, je le souligne et je le mets en italique et en gras. On ne peut plus. Alors, on va passer aux questions des réseaux sociaux. D'abord, les questions qui ont été posées sur Madame Figaro. Une question de Léa qui vous demande, est-ce qu'il y a un compositeur avec lequel vous rêveriez de travailler? Je rêverais de travailler avec deux. Avec James Blake, si tu m'entends. I love you. Avec Kevin Parker du groupe, c'est lui-même, Tame Impala, si tu m'entends aussi. Parce qu'on ne sait jamais Kering, Balenciaga, tout ça. Donc, du coup, il y a quand même une portée internationale qui... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc j'en profite. Et ouais, c'est ces deux personnes-là. Parce que pour moi, c'est des artistes qui sont très cérébrales et qui sont très dans le détail comme ça. Et j'aime bien. Il y a une autre question, pardon, je vais peut-être écorcher, hein. Kellyanne Kuhn, je ne sais pas. Big up. Mais bon, ça lui fera plaisir que j'essaye de le citer peut-être. Est-ce que vous aimeriez faire la voix de la bande sonore d'un film? James Bond. Si les producteurs de 007... Parce que, non mais, faut placer ses billes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire, ma belle, ou pas? Faut placer ses billes. Donc la caméra, elle est là. Vous voyez comment je suis belle ou pas? Je suis belle, je suis une artiste française, entreprenante. Donc si jamais... Et en plus, on est à Cannes, avec Kering et tout. Demna, si tu peux prendre aussi ton téléphone pour les appeler, genre, si jamais. 007, James Bond. Piano, voix. En fait, je vois déjà le truc. Là, vous me lancez dans des petits... Là, vous me lancez dans des... Arrêtez de faire genre, ouais, non, j'ai rien dit et tout. Là, vous commencez à me lancer dans des vrais sujets, là. Donc là, du coup, je me dis, un petit piano-voix. Est-ce que vous voyez le délire ou pas? Piano-voix, les violons derrière, robe noire Balenciaga, comme ça, couture, bien évidemment, couture. Robe noire, comme ça, machin et tout. Tu restes straight, comme ça, lumière blanche, comme ça, tu fais genre... Scène des Oscars. Oh my God. Tu vois ou pas? Bah oui, je vois, Je l'aime bien. Parce que si tu me vois déjà aux Oscars, c'est que toi-même t'y crois, donc... Et faire du cinéma? J'adorerais. En fait, j'ai déjà fait des caméos, etc., mais j'adorerais faire des films d'auteur. Pour moi, c'est mon rêve. Mais en fait, j'ai pas envie de... C'est ça que je parle de films d'auteur, parce que j'ai pas envie de faire de la comédie. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais j'ai vraiment envie de commencer par un film d'auteur et de faire un film d'auteur avec une sorte de transformation physique. Ou alors, si c'est pas une transformation physique, j'aimerais trop faire un film d'auteur qui est très intense en termes d'émotion, qui te demande vraiment de switcher d'un truc un peu schizophrène et de revenir un peu à ta raison. Donc j'ai vraiment ce truc-là. J'aimerais trop faire quelque chose de très intense, de très viscéral comme ça. Et ouais, ça m'intéresserait. Alors, on a une autre question de Jeanne sur les réseaux de Kering qui demande quel est votre meilleur souvenir à Cannes? Mon meilleur souvenir à Cannes. Mon meilleur souvenir à Cannes, c'est d'y être chaque année. Je suis hyper reconnaissante de pouvoir monter les marches chaque année depuis maintenant 4 ans ou 3, 4 ans, je ne sais plus, mais en tout cas, je suis hyper reconnaissante envers toutes les personnes qui m'ont aidée de près ou de loin à monter ces marches et qui m'aident au quotidien à mettre tout ça en œuvre. Et ouais, je suis hyper reconnaissante envers la vie, je suis hyper reconnaissante envers les gens. Je suis tellement contente en fait de pouvoir être ici. Enfin, je suis une petite artiste française
je ne défends pas de film et pourtant je suis là. Et c'est vrai que je me sens j'ai un peu ce petit syndrome de l'imposteur quand même parce que j'ai conscience en tout cas que je prends la place aussi d'actrices et d'acteurs qui ont la légitimité d'être ici en fait, la légitimité de monter. Il y a des comédiens, des comédiennes qui n'ont jamais monté les marches de leur vie. Et moi, on me permet de faire ça tous les ans en fait. Et j'ai vraiment une pensée pour toutes ces personnes, pour tous les techniciens, pour toutes les techniciennes, pour tous les acteurs, les actrices, les comédiennes, les comédiens, tout le monde, les petites mains, les costumiers, tout le monde en fait qui participe vraiment au cinéma à ce médium-là parce que c'est important de leur donner leurs fleurs en fait et d'être reconnaissant envers ces gens-là et aussi de s'excuser de prendre un peu quand même la place. Enfin, c'est quand même assez gênant quand même. Et j'espère qu'ils se sentiront représentés, pas forcément par moi, mais en tout cas par les acteurs et les actrices qui vont défendre en tout cas leur projet ici. Et Gabrielle qui aimerait connaître la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment. Oh, la chanson que j'écoute en boucle en ce moment, il y a une artiste que je kiffe de ouf. Je pense que vous la connaissez, elle est incroyable, elle s'appelle Iseult. Elle s'appelle Iseult et elle a sorti 2 nouveaux singles en indépendant. Alors, plus indépendant que ça, tu peux pas faire parce que vraiment en indé de l'indé, en fait, comme on dit. Et elle a sorti un premier morceau qui s'appelle Suicide, qui est très intense, qui est clippé à New York et tout, que j'ai produit et tout, machin, trop contente. Filmé, directed par Colin Solalcardo. Et ensuite, je vous ai sorti un deuxième petit banger, comme ça, un deuxième son, un deuxième hit, comme ils disent dans la musique, qui s'appelle Bitch You Could Never. Parce que, en fait, quand tu vois tout ça, tu peux pas, en fait. Donc, du coup, je vous invite, les filles, les garçons, à écouter les 2 singles de cette meuf, parce que purée, elle se la donne, tu sais même pas. Genre, incroyable, la meuf. Un délire. Je sais pas si tu la connais. Vous la connaissez? Parce que... Ouais, bof, hein, regarde, tu vois. C'est ça que je dis, petite artiste indé, tout ça. Allez écouter, allez streamer parce que c'est le feu. Et voilà. Alors justement, il y a Zoé qui, elle, demande, et le prochain album, il sort quand? Oh my God, là c'est le moment où je cours. Là c'est le moment où je cours. Quoi faire? En vrai, quand est-ce que ça sort? Parce que j'ai sorti qu'un album, et ça c'était quand j'étais pas en indépendante, et que j'avais signé dans une grosse major et tout, c'était l'enfer. Mais big up à eux quand même, les pauvres. Mais quand est-ce que je sors mon deuxième album? J'avoue que de base, j'aime pas les albums. J'aime bien les EP parce que pour moi, les EP, c'est des projets. C'est des projets. Tu peux t'amuser en tant qu'artiste et sortir tout un projet afro, un projet électro, un projet punk, un projet de variété et juste naviguer dans des genres musicaux comme ça. Et j'aime bien le fait qu'on n'arrive pas à me définir. Donc oui, on va dire que la colonne vertébrale de ma personne ou de mon art, elle est très... c'est de la variété française, c'est de la chanson. Mais pas que. Et donc j'aime bien avec les EP être un peu plus versatile. Donc quand est-ce que je sors mon album? Je vais vous faire une Rihanna en fait. J'ai décidé que je vais vous faire une Rihanna. Moi j'attends l'album de Rihanna. Est-ce que Rihanna a sorti un album? Riri, if you listen to me, when? Parce que quand tu vas sortir ton album, je sortirai potentiellement mon album. Mais si Riri, elle sort pas d'album, bah, if Riri don't release album, I'm not gonna release mine. Donc, n'attendez rien, les gars, n'attendez rien. But one day. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes et tous d'avoir écouté Stalk et bon festival de Cannes. Merci beaucoup.